Donc bonjour tout le monde, vous devriez normalement les gens en ligne voir la présentation. Et donc aujourd'hui on reçoit Adel Kassimi, qui est chercheur lauréat de la bourse MOBCA, Make Our Planet Great Again en 2025, et qui va nous présenter ses travaux sur la modélisation probabiliste et les espèces aquatiques envahissantes. À toi. Merci Youssef, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation sur l'utilisation de la modélisation probabiliste dans la gestion des espèces aquatiques envahissantes. Donc, comme vous pouvez le voir, cette thématique, elle répond à 4 objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3, 12, 13 et 14. Donc, nous allons commencer par mettre le point sur la problématique des espèces aquatiques envahissantes. Ensuite, nous verrons la méthodologie d'évaluation des risques d'invasion et de transfert des espèces non indigènes. Nous parlerons un petit peu sur les données nécessaires pour réaliser cette modélisation. Nous exposons un exemple d'étude réalisée en suivant cette méthodologie et nous finissons par une directive de terrain. Nous commençons par des généralités sur les espèces aquatiques envahissantes. Donc, une espèce exotique dans la littérature, elle a beaucoup de synonymes, notamment adventice, alien, introduite, non indigène et non native. Cette espèce, avant d'être invasive, elle doit d'abord surmonter une série de barrières biogéographiques, notamment elle doit s'acclimater ou bien s'établir dans le milieu ou bien dans l'écosystème hôte. Et dans ce cas, on parle d'une espèce naturalisée ou bien d'une espèce établie. Et selon sa stratégie de reproduction, de la résistance biotique qui est exercée par l'écosystème hôte, cette espèce peut devenir invasive et impacter négativement l'écosystème, etc. Dans le cas où l'espèce n'arrive pas à maintenir des populations viables qui s'auto-remplacent dans l'espace et dans le temps et qui finit par, euh, par disparaître ou bien par mourir et tout, dans ce cas, on parle d'une espèce occasionnelle. Notez bien qu'une espèce invasive, elle n'est pas synonyme d'une espèce envahissante. Parce qu'une espèce envahissante, c'est une espèce, elle peut être une espèce native ou bien une espèce phytogynique. Par contre, une espèce invasive est exclusivement une espèce exotique. Pour les impacts des espèces invasives, nous avons beaucoup d'impacts, des impacts multiples, notamment sur le secteur de la pêche, à travers le commerce d'impacts des bons et la reconstitution des stocks halieutiques. Euh, nous avons nous avons le deuxième mode d'introduction qui est les canaux. En Méditerranée, nous avons le canal de Suez. Nous avons un troisième vecteur d'introduction qui est l'activité de l'aquaculture, notamment la mariculture, le commerce d'aquarium, etc. Et nous avons le vecteur le plus important en Méditerranée et dans le monde, qui est la navigation maritime à travers les deux vecteurs, biophilie et les eaux de ballast. Donc, c'est un petit exemple d'espèces invasives en Méditerranée. Donc, les exemples les plus communs sont la colère pataxifolia et la colère paracimosa. Pour la définition des biofoulies, selon l'Organisation maritime internationale, il s'agit d'accumulation d'organismes aquatiques sur une surface artificielle immergée, que ce soit par adhésion, croissance ou bien par reproduction sur ces surfaces. Donc, il peut s'agir de coques de navires, d'hélices, de quais, de bouées ou bien de plateformes offshore. Pour le deuxième vecteur, on parle des eaux de ballast des navires. Donc, ces eaux de ballast, elles sont utilisées à bord du navire comme un lest pour ajuster sa manœuvrabilité et ajuster la stabilité du navire. Donc, ces réservoirs de ballast offrent des possibilités de transfert de milliers d'espèces à travers le globe. Généralement, un seul navire, par exemple, un porte-conteneur, il peut rejeter à lui seul des milliards de tonnes d'eau de ballast par année. Pour les impacts des espèces invasives, nous avons beaucoup d'impacts, notamment sur la biodiversité. Donc, une espèce introduite peut rentrer en compétition avec une espèce native. Elle peut modifier le réseau trophique. Elle peut causer l'extinction d'une espèce locale par hybridation interspécifique. On a aussi des impacts sur les services écosystémiques rendus par la mer à travers l'altération des habitats,
la réduction de la biodiversité fonctionnelle, la perturbation des cycles biochimiques, etc. Nous avons notamment aussi des impacts sur la santé humaine à travers la transmission d'agents pathogènes par des virus, des bactéries ou bien des parasites. Nous pouvons aussi avoir des espèces exotiques qui sont très toxiques et qui peuvent causer des risques d'allergie pour la santé humaine. Nous avons aussi des impacts économiques, notamment dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous pourrons avoir une baisse de la valeur touristique et récréative. Ces espèces peuvent générer aussi des coûts élevés de gestion, de contrôle et d'éradication de ces espèces. Elles peuvent aussi causer de grands dommages pour les infrastructures et les activités maritimes. Pour le biofouling, hormis son grand rôle important dans la protection des espèces non indigènes, il peut causer un impact direct sur le navire. Donc le surplus du poids qui est présent sur la carène ou bien la coque du navire, il peut causer la surconsommation de carburant. On peut atteindre jusqu'à 50% de surconsommation, ce qui peut augmenter l'émission des gaz à effet de serre, notamment le CO2, l'oxyde de soufre et l'oxyde d'azote. Bon, passons maintenant à l'étape de la modélisation du risque d'invasion et d'introduction des espèces non indigènes par le fouling et les autres ballasts. Donc, la méthodologie de modélisation consiste à assigner trois probabilités distinctes pour chaque mouvement d'un navire depuis un port A vers un port B. Donc, ces trois probabilités, elles représentent respectivement les différentes étapes d'introduction, d'établissement et d'invasion des espèces non indigènes. Donc, pour le premier modèle, c'est la probabilité d'introduction qui sera estimée, qui mesure le pouvoir d'introduire une espèce non indigène par la coque du navire ou bien par les emballages. Ensuite, nous allons déterminer ou bien estimer la probabilité que cette espèce introduite soit déjà non native. Et on va estimer aussi la probabilité que cette espèce s'établisse dans le milieu récepteur. Au final, nous prenons le produit des trois probabilités pour estimer la probabilité finale d'invasion. Donc, statistiquement, ces trois probabilités, elles doivent être statistiquement indépendantes pour pouvoir faire la multiplication. Donc, le premier compartiment du modèle, la probabilité de l'alien, c'est une probabilité qui a été estimée par des similarités biogéographiques. Donc, elle est supposée augmenter de manière sigmoïdale en suivant les distances géographiques qui séparent les ports de provenance avec notre port d'intérêt. Ensuite, pour le biofouling, la probabilité d'introduire une espèce, elle a été estimée en modélisant le pourcentage de couverture du fouling et notamment les macroinvertébrés sur la coque du navire, avec une combinaison, bien en combinant avec une fonction de décroissance exponentielle qui estime le taux de survie de ces espèces attachées à la coque pendant que le navire voyage. Nous avons aussi ajouté deux paramètres relatifs à l'efficacité du système de prévention de la croissance marine qui est installé à bord du navire et un facteur PR qui est relatif à la simulation de plusieurs stratégies de gestion ou bien de traitement du fouling dans la coque. Donc ici, pour les données d'entrée, nous aurons besoin seulement de la durée de séjour des navires dans les derniers ports d'escale, la vitesse moyenne de la traversée du navire, l'efficacité de son système MGPS, la fréquence de nettoyage de sa coque et l'utilisation ou pas d'une peinture anti-fouling, que ce soit biocide ou non biocide. Dans les cas des eaux de ballast, le modèle il a été ajusté en fonction des quantités d'eau de ballast qui sont rejetées dans le port destinataire, toujours avec une fonction de décroissance exponentielle par rapport au taux de survie des espèces qui sont contenues dans les réservoirs à ballast. Donc ici, les données d'entrée, ce sera les quantités d'eau de ballast rejetées dans le port récepteur et la durée du voyage du navire. Le troisième compartiment du modèle, c'est l'estimation de la probabilité que l'espèce introduite s'établisse dans l'écosystème hôte. Donc, pour ça, on a utilisé différentes métriques. Pour le biofouling, nous avons utilisé la métrique de Martin-Lopez, qui est une métrique multivariée parce qu'elle elle reflète vraiment le caractère
auxquelles les espèces attachées à la coque sont sujettes pendant le trajet du navire, c'est-à-dire qu'elles reflètent le changement graduel des paramètres environnementaux. Pour la probabilité d'établissement pour les sous-ballasts, on a utilisé directement la distance euclidienne parce que les espèces qui sont à l'intérieur de ces réservoirs, elles sont sujettes à des changements brusques de paramètres environnementaux. Donc, comme données d'entrée ici, nous pouvons utiliser directement la SST, la température de surface, la vitesse de courant, la production primaire, la chlorophylle, le pH, etc. Donc, ce sont des variables qui conditionnent la survie et la distribution des espèces dans le milieu marin. Ensuite, une étape qui est très importante et qui sert comme un outil d'aide à la prise de décision, c'est la simulation de différentes politiques ou bien de différents scénarios de traitement du fouling de la coque et voir comment ça va affecter le risque d'invasion finale. Donc, pour le biofouling, par exemple, nous avons utilisé des données expérimentales qui ont mis le point sur l'effet du nettoyage de la coque, de la fréquence de nettoyage de la coque et du type de la peinture anti-fouling sur la réduction du taux de couverture de celui-ci dans la coque du navire. Donc, nous avons fait changer le paramètre PR dans le modèle de PEG Introduction pour pouvoir simuler plusieurs scénarios par rapport à la fréquence de nettoyage de la coque et aux différentes marques de peinture anti-fouling utilisées. Dans les cas des autres ballasts, nous avons aussi fait la même chose, mais en se basant sur l'efficacité des systèmes de gestion des eaux de ballast à bord des navires. Pour cela, nous avons utilisé des données de différentes études qui ont ou bien qui ont démontré que l'efficacité actuelle elle est de 76% quand la norme D2 n'est pas totalement respectée. Donc ça, c'est une norme de la réglementation internationale POMI qui fixe les seuils limites d'organismes de concentration d'organismes à l'intérieur des eaux de ballast avant de les rejeter dans l'écosystème hôte. Dans le cadre du respect total donc, de cette convention, ou bien de ces normes, on peut avoir une réduction qui peut aller jusqu'à 99%. Nous présentons maintenant quelques études réalisées en suivant cette méthodologie. Donc, la première étude qui a été réalisée en suivant cette méthodologie, elle a été réalisée sur le port d'Arzew en Algérie, qui est le principal port d'exportation des hydrocarbures en Algérie. Donc, sur la carte, comme vous pouvez voir, nous avons mis en évidence les ports qui représentent le plus haut risque d'invasion pour le port d'Arzew. Nous avons aussi classé les écorégions de provenance des navires selon leur degré de risque de invasion. Nous avons classifié les différentes catégories de navires par degré de risque d'invasion aussi. Donc, nous avons, par exemple, mis le point sur la contribution relative des vraquiers, des porte-conteneurs, des tankers LNG, LPG, des tankers chimiques, etc. Et à la fin, nous avons simulé plusieurs scénarios relatifs à la gestion de ce fouling dans la coque, notamment par l'utilisation de différentes marques de peinture anti-fouling et de la fréquence de nettoyage de la coque. Le deuxième cas d'étude, c'est le port de Douala au Cameroun, où nous avons appliqué le modèle, mais en se basant sur les eaux de ballast. Donc, c'est le risque d'invasion par eau de ballast pour le port de Douala au Cameroun. Donc, nous avons fait pratiquement la même chose en classifiant les ports donneurs et les écorégions donatrices par degré de risque de bio-invasion. Dans cette étude, nous avons aussi fait simuler un scénario de changement climatique à horizon 2050 pour voir son impact sur le changement de la probabilité finale d'invasion. Nous avons aussi simulé plusieurs scénarios de réglementation des ports de provenance. Donc ici, le S0, par exemple, si on réglemente un seul port de provenance, si le dernier porte un seul port de provenance dans le jeu de données, applique entièrement la convention de ballast, qu'est-ce qui va changer sur le risque d'invasion au port de Douala? Le S1, c'est deux ports, S2, c'est trois ports, S4, c'est la totalité des ports de provenance. La troisième étude est une étude globale où nous avons combiné ce modèle avec un modèle économique en collaboration avec le Smithsonian américain
Donc ici, nous avons simulé l'impact du changement de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Nous avons simulé son impact sur le trafic maritime mondial pour ensuite voir le changement sur le risque de bio-invasion par biofouling et haute ballast pour la plupart des pays au monde. Donc, ici aussi, nous avons déterminé les paires de pays qui représentent ou bien qui manifestent un grand risque de bio-invasion entre elles. La dernière étape dans la méthodologie d'évaluation des risques de bio-invasion, donc, c'est la récolte des matériels biologiques et l'identification des principaux taxons de biofouling dans les ports et marinas, avec un focus sur les espèces non indigènes. Donc, nos campagnes de terrain en Méditerranée nous ont permis de déterminer quelques espèces non indigènes qui n'ont jamais été signalées dans le sud de la Méditerranée, notamment le polychète sédentaire annélique brachiomalclosum, les deux espèces gammaridées, Jassama murata et Jassa slateri, qui sont des espèces très invasives, originaires de l'Atlantique et du Pacifique. Nous avons aussi signalé deux espèces d'isopodes, notamment le Paranthroa japonica et le Zeuxoca corallensis, qui ont une distribution serpentropicale. Nous avons aussi signalé une espèce d'éponge qui n'a jamais été répertoriée auparavant dans le sud de la Méditerranée. Donc, il s'agit de la Stella plicata, qui est une espèce originaire probablement du Pacifique Nord-Ouest. Donc, pour mes travaux actuels ici en France avec le Mardec, je suis en train d'appliquer la même méthodologie en choisissant comme cas d'étude les trois ports d'Occitanie, donc le port La Nouvelle, le port Vendre et pour le port de Septentrionne. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu devais réfléchir? Et ou en ligne aussi. Euh, qui a montré qu'on voit là, justement, quels sont les résultats qu'on voit là. En fin de compte, c'est passé vite. Il montre la diapo, mais je ne sais pas si c'est en extension qu'on voit là. D'accord. Donc, je reviens à la diapo. Voilà. Qu'est-ce qui est. Donc ici, pour Douala, par exemple, l'écorégion qui représente un grand risque de bio-invasion, il s'agit donc de la mer du Nord, ou bien du port d'Anvers. Donc, il y a un grand risque de transfert d'invasion des espèces en provenance du port d'Anvers en Belgique, ou bien de l'écorégion de la mer du Nord. Et pourquoi? Et pourquoi, ouais. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de traversées de navires, il y a beaucoup d'échanges en termes de trafic maritime entre le port de Douala et le port d'Anvers. En même temps, nous avons un petit peu une grande similarité environnementale entre cette écorégion et l'écorégion du golfe de Guinée où le port de Douala fait partie. C'est bizarre. Une similarité avec un continent. C'est bizarre. C'est pas parce que c'est un hub. Oui, ça c'est sûr, mais c'est aussi par rapport à la similarité environnementale. D'accord. Ouais, Au moins, je peux trouver des establishments. ouais. Ça augmente la probabilité d'établissement. Par rapport à la quantité du volume. Alors, Oui. Justement, dans le modèle, là, tu nous as trois probabilités qui, chacune vont prendre la probabilité d'invasion. Oui. Est-ce qu'à chaque fois, tu as l'une des trois probabilités qui domine par rapport aux autres? Et enfin, tu nous as dit, par exemple, je viens de penser à ce que tu nous dis, c'est la probabilité d'establishment qui est augmentée, donc qui fait que potentiellement ça augmente le risque d'invasion. Oui. Je me demandais si c'était pareil partout ou si en fonction des études, en fonction des taux. Et en fonction des ports. Oui, Ouais. Donc, ici, c'est en fonction des ports. Pour le port d'Anvers en Belgique, nous avons déjà une probabilité de l'alien qui est très grande parce que Ok. c'est une écorégion
totalement différente du golfe de Guinée. Et nous avons une similarité environnementale pas très importante, mais qui sera dans les 40%, je pense. D'accord. Et avec un grand nombre d'escales en provenance de ce port, donc ce qui fait augmenter la probabilité d'introduction Ok. dans le premier. Dans ce que tu fais ici, est-ce que tu vois que c'est aussi les probabilités d'establishment qui dominent le fait qu'une espèce devienne des espèces invasives? Ou est-ce que ça dépend? Euh, réellement, le modèle, ce modèle il présente beaucoup de limites, notamment la résistance biotique. Pour moi, c'est la principale, enfin, le principal facteur pour qu'une espèce s'établisse dans un milieu, c'est déjà c'est qu'elle ne rencontre pas une grande résistance biotique, hormis les paramètres environnementaux, etc. Mais ça, il n'est pas pris en compte dans ce modèle. D'accord. Donc, le modèle il sert exactement, de façon générale, à donner un outil de gestion, ou bien d'aide à la décision pour les gestionnaires et les politiques, etc. Ok. Ouais, je veux bien. Ça veut dire, c'est quoi ce que tu appelles, c'est-à-dire que le modèle, il prend en compte que des paramètres environnementaux abiotiques, c'est ça que tu veux dire? Abiotique, oui. Il ne prend pas en compte s'il y a un compétiteur, un Non, mandateur. non. Et donc, tu penses que c'est possible d'aller vers un nouveau modèle pour prendre en compte ça? Oui, c'est possible, mais il faut se focaliser sur un groupe d'espèces. Parce que le modèle, je l'ai développé pour l'ensemble des espèces de macrophilie qui peuvent être transportées par la côte d'un navire. Donc, il y a beaucoup d'espèces. Je ne peux pas faire ça pour Ah oui. la globalité des espèces. Donc, il faut se focaliser sur 2 espèces, 3 espèces. Pour mettre le biotype correspond. Ouais. Mais tu peux aussi prendre, je connais rien, mais tu peux prendre des choses du genre, s'il y a un compétiteur, peu importe qui c'est, et prendre en, en compte le fait qu'il y a un compétiteur ou pas sans spécifier qu'il y a, qu'il y a enfin, pour chaque espèce, quels sont les compétiteurs. Oui, mais ce compétiteur, il va impacter très différemment que les espèces qui sont présentes Oui. dans le folie de la côte. Donc, tout dépend de l'espèce, de sa balance écologique, etc. Pour être spécifique, pour aller plus loin. Oui. Et la carte d'après, Pardon, la carte d'après, Voilà. là, vous avez les graphiques bleu et jaune. celle-ci, Non, c'est pas. ah, celle-là. Donc, c'est quoi la différence entre en bas? Parce que c'est pas très graphique, hein. Donc, en haut, j'ai fait la simulation du scénario de changement climatique pour les ports. Et ici, c'est une partie correction. Donc, une correction, elle peut englober plusieurs ports. Donc, ça veut dire, voilà, quels étaient les paramètres au changement climatique là? C'est de la température, c'est une augmentation de salinité, c'est quoi? Pour les ballasts, j'ai utilisé juste 2 paramètres, qui sont la température et la salinité. Ouais. Pour le biophonique, j'ai utilisé un espace écologique à 8 dimensions. Donc, 8 paramètres. Et donc, en fin de compte, il y a beaucoup de changements. Oui, Mais ça veut dire quoi, bleu, rouge, ouais, négatif? Oui, parce qu'est-ce qui est bleu, qu'est-ce qui est vert là? ce qui est bleu, c'est une augmentation du risque et en moins, c'est la réduction du risque à horizon 2050. Donc, par exemple, Donc, par pour exemple, cette éco-région, nous allons avoir une augmentation du risque. donc pour la N50, qu'est-ce qui va se passer alors? Là, c'est une augmentation du risque. Non, mais je pose des questions parce que je suis sûre que personne, là, il ne faut pas poser des questions. On a des gens de seconde et tout. Donc, on peut pas oser poser des questions. Donc, voilà, ce graphique, c'est des écorégions, donc c'est des morceaux d'écosystèmes qui sont distribués autour de la planète, hein, sur les zones côtières. C'est ça? Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique?
Par exemple, la X50. Bon, ici, avec le changement climatique, nous pourrons voir qu'il y a, pour la plupart des écorégions, il y aura une augmentation du risque, Donc, le vert, ça veut dire quoi? une diminution. Du risque. Oui. Donc, Donc, au c'est niveau moins. de l'écorégion. Oui. Donc, elle, c'est natal? Non, C'est natal. c'est natal. C'est où déjà natal? Non, je ne me souviens pas exactement. Ouais. Donc, c'est une écorégion qui maintenant présente beaucoup de risques de géo-invasion. Et avec le changement climatique, ça va diminuer. Les géo-invasions, se déplacer ailleurs. Oui, C'est ça? c'est exactement. Et les ordres de grandeur, ça c'est moins 100% ou plus, c'est ça? Est-ce que c'est quoi un pourcentage? C'est des pourcentages, oui. Voilà. Des pourcentages relatifs. Donc, il y a des endroits où ça va être bien. Oui, donc c'était plus de 200% d'augmentation du risque. Donc, fois 3. Ouais. Donc, pourquoi, je ne comprends pas pourquoi à N50, il y a une augmentation et une diminution. Pourquoi il y a du bleu et du vert? Il y a plusieurs ports par rapport à l'autre. Voilà, c'est ça. Vous avez plus loin? Plus ou moins. C'est pas facile pour eux, quand ils sont en seconde. Bah, ils peuvent poser des questions. On est là pour Oui, c'est pas discuter. facile pour eux. Oui. Ils sont impressionnés. C'est une semaine au labo, là. Question ou en ligne? Moi, j'avais une question sur est-ce que tu peux développer, ça avait l'air super intéressant, le projet avec États-Unis aussi, Oui. et les conséquences De la guerre économique Ouais. sino-américaine. tu peux développer sur un petit peu le scénario et puis les grands résultats que vous avez trouvés sans forcément dans les détails. Je ne me souviens pas exactement des résultats parce que j'ai fait il y a 3 ans déjà. Mais ça change, ça a un gros impact. Enfin. Oui. Donc ici, par exemple, les résultats les plus importants, c'est qu'on peut avoir un grand risque de Taïwan vers le Singapour, par exemple, du Singapour vers le Vietnam, du Singapour vers la Thaïlande, de l'Inde vers le Singapour, etc. Donc, en gros, le scénario de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, c'est que la Chine, enfin, les États-Unis, elle a imposé des taxes sur les produits chinois et donc en réponse, les Chinois, ils ont fait la même chose pour les produits importés des États-Unis Ça, c'était quand vous l'avez fait? Il y a 3 ans. en 2023. Ouais, c'est ce qui arrivait. Là. Ouais. Qui arrive. Et donc, on va pouvoir faire la même chose avec la guerre qu'il y a eu pour les 3 ans. Oui. On pourra voir que. Oui. Donc ici, le modèle économique, c'est ce qu'on appelle les routes maritimes ont été plus utilisées que d'autres. Donc là encore, ça a changé les invasions. Oui. Donc ça va changer les schémas du trafic maritime mondial, ce qui va forcément changer le risque d'invasion par du pooling ou par repasse. Et le modèle économique? C'est le CGE. Je ne suis pas très économiste, mais donc j'ai travaillé en collaboration avec des économistes du CERF, du laboratoire CERF. Ouais. Donc, ils ont couplé les résultats de l'invasion avec un modèle économique sur les conséquences. Donc, au départ, nous avons estimé le risque basique sans le scénario. Ensuite, nous avons tiré un petit paramètre proportionnel au tarif de la taxe entre les États-Unis et la Chine pour déterminer un paramètre relatif au changement du trafic maritime. Ensuite, l'incorporer dans le modèle de bioinvasion pour calculer ou bien estimer le nouveau risque. Ok. Et dans ces modèles-là, il y a du coup cette probabiliste, ça veut dire que vous faites des réplicas, et vous testez, vous prenez des moyennes ou, bon, c'est une question. J'ai pas compris. Du coup, tu simules ça. Oui. Est-ce que si tu simules 2 fois, tu as le même résultat exactement? Si c'est probabiliste, oui, enfin, je sais pas. Tu calcules des probabilités, donc tu regardes. Je fais la simulation pour un scénario. Okay. Sinon, pour le calcul basique du risque, je fais une seule fois.
Et une simulation, ça prend combien de temps? On laisse ces modèles-là sur la monde. C'est long, pas. C'est pas très long. Dans ce cas, j'ai utilisé une matrice d'1 million de données. Ça, c'est 1 million de données. Ça m'a pris un mois pour le faire. Ok, c'est quand même. Ouais. Enfin, ça dépend. Moi, je fais des modèles qui tournent quelques dizaines de minutes. Après, il y a des calculs préliminaires pour, notamment, le traitement statistique. Il faut s'assurer que les trois probabilités sont statistiquement indépendantes, etc. Parce que dans le calcul probabiliste, je me suis basé sur les lois de probabilité générale. Donc, la question que je me suis posée, quelle est la probabilité d'avoir un événement aléatoire A, et B, et C? Donc, dans ce cas, ça sera un produit de probabilité. Et comment tu testes qu'ils sont indépendants? Avec la corrélation de personnes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions en ligne? Bon, merci beaucoup, hein. Merci.